Je vais maintenant passer à la présentation de notre conférencier de ce soir. Donc Marcel Ruffo est né en 1944. Il est pédopsychiatre et directeur de la Maison des Adolescents. Il est docteur en médecine, neuropsychiatre et pédiatre. En 82, il est professeur agrégé de psychiatrie de l'enfant. De 95 à aujourd'hui, il est chef de service à l'hôpital Sainte-Marguerite et à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et depuis octobre 2004, il est directeur médical de la Maison des Adolescents à l'hôpital Cochin à Paris. Il est membre de la Société française de psychiatrie de l'enfant. Spécialiste reconnu des adolescents et plus généralement des rapports famille-enfant, Marcel Ruffo a abordé à travers ses travaux tout un ensemble de problèmes allant de la question du divorce, de la garde des enfants, au problème de la sexualité chez les adolescents et du rôle de la famille. Avec la Maison des Adolescents, il souhaite développer une nouvelle branche médicale, la médecine des adolescents. Il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales et il est l'auteur de nombreux ouvrages. Si bébé pouvait parler aux éditions Nathan en 89, Bébé à l'huile, bébé au beurre aux éditions RS 97, Comprendre l'adolescent, édition Hachette 99, Oedipe toi-même, édition Carrière 2000, et Frères et sœurs, une maladie d'amour aux éditions Fayard 2002. Je vais donc maintenant lui céder la parole pour une 50aine de minutes, après quoi on pourra avoir un échange avec le public. Merci. Merci et bonsoir. Je suis très très heureux d'être là pour parler de tous mes soucis avec le nouveau poste qui est le mien. C'est-à-dire que je vais commencer, si vous voulez, par vous allez m'accompagner hier soir dans la Maison des Adolescents pour vous montrer combien les choses sont difficiles. Je monte vers 9h du soir, voir une adolescente qui ronchonnait. On me dit qu'elle avait toute la journée, qu'elle avait été toute la journée vautrée, qu'elle n'avait pas participé aux activités, etc. J'arrive devant sa porte, je tape à sa porte, pas de réponse, je rentre et je vois effectivement cette gosse qui a 16 ans allongée. Il faut savoir que c'est une enfant qui depuis plusieurs mois demande à être hospitalisée. C'est une nouveauté très, très particulière qu'on a dans ces établissements que j'essaie de diriger depuis septembre-octobre. Et cette adolescente a un problème extrêmement grave de boulimie et de vomissement, choses pour lesquelles elle se dégoûte. Elle rompt avec sa scolarité, elle rompt avec sa famille, et même son petit ami commence à être épuisé de ces impulsions extrêmement dévastatrice qu'elle a devant tout et n'importe quoi. Elle est capable de manger du Nutella avec des lentilles, mélangées avec des frites froides. Vous voyez, des histoires absolument terribles qui renvoient après une sorte de dégoût sur elle, un vomissement. Et donc c'est la jeune fille que je vais rencontrer hier soir à peu près autour de 21h. Alors, je rentre et elle commence par beaucoup m'attaquer en disant... Finalement, j'avais cru qu'en venant dans cette maison, avec un tel effet d'annonce, j'allais pouvoir être guéri, j'allais pouvoir être soigné, et c'est pas bien, je guéris pas, je suis toujours mal, j'envisage pas de reprendre mes études, alors que je voulais être pédopsychiatre. J'ai plus confiance en vous, etc. Et alors, j'ai deux choix. La journée a été pour moi longue et difficile. Elle a commencé à 8h30 et j'ai accumulé les rencontres avec des adolescents et leurs familles. Donc je peux brutalement devenir chef de service et dire écoute, je te verrai demain. Ou alors dire on va te faire sortir. Je peux en quelque sorte faire le chef. Et je vous avoue que dans ma tête, puisque le soir avance, puisque maintenant il est 21h30, j'avais vraiment envie de cette attitude. Et quand je suis prêt à me lever pour lui dire bon, écoute, tu ne veux pas discuter, tu passes ton temps à me dire que tout va mal, on va envisager avec tes parents ta sortie. Je ne sais pas pourquoi. Je pense brutalement aux souvenirs anciens de mon internat. En ce moment, d'ailleurs, je trouve que je suis beaucoup plus interne des hôpitaux que directeur de la maison d'adolescents, parce que
je cours à la consultation, je cours à l'hospitalisation, je fais des réunions avec l'administration, pas toujours plus drôle, et j'ai beaucoup de tâches dispersées, alors qu'avant je croyais que j'étais chef de service, et que maintenant un peu plus compliqué. Et je pense donc à ce souvenir très très marquant de ma vie d'il y a longtemps où mon maître Arthur Tatossian, un matin, je vais voir un adolescent aussi difficile qu'elle, un garçon, lui aussi boulimique. C'est pour ça que je pense par association d'idées à ce gosse. Et le garçon en question me dit, non, toi t'es interne, tu peux pas me guérir. Il faut que je voie le chef de service. C'est impossible que tu sois utile à quelque chose, etc. Il avait, moi je sais pas, j'avais 20 ans à l'époque, ou 21 ans, il avait 17 ans, on avait le même âge, quoi. Et dans le fond, quand il me dit ça, je crois que peut-être il a raison. Et je dis, tu crois que le chef de service pourrait t'aider? Oui, mais toi sûrement pas. Donc je monte au premier étage, j'ai toujours monté et descendre finalement dans les hôpitaux. Et je vais voir Arthur Tatossian qui était en train de travailler. C'était un psychiatre tout à fait génial, quoi, lui. Et d'abord, l'adolescent le disait, donc il fallait le croire, et capable de cette disponibilité absolument extraordinaire du fait que je tape à sa porte. Je dis, écoutez monsieur, je suis très, très ennuyé, il y a un adolescent qui me pose de gros problèmes dans le service, auquel j'arrive pas à rentrer en communication, qui a un problème alimentaire, et je m'en sors pas, et il m'a dit d'ailleurs que seul vous pouviez le comprendre. Et alors, Tatossian, qui était phénoménologue, donc quand même qui appréciait les vécus, c'est quelque chose, me dit, tu crois, tu perçois ça comme ça? Enfin, il me fait ou phénoménologue, ou il me fait de la maïeutique socratique, il me repose plusieurs questions pour que je fasse des réponses, et finalement je dis, non monsieur, je crois que j'y comprends rien, et je suis venu vous voir parce que je suis un peu démuni par rapport à ce garçon. Il me dit, bon, ben dans ces conditions, je viens le voir avec toi. Donc il y a eu le préalable, je monte, je tape, j'ai peur, il me dit oui, l'autre me dit tu es nul, et je descends. Bon. Alors je descends, alors Tatossian, pour par l'affection que je lui porte encore après sa disparition, est arménienne, donc souvent ça a des poils, enfin je veux dire, c'est des gens très poilus, quoi. Des cheveux qui dépassaient pas de son col roulé, mais de sa chemise, des bras, des mains, des sourcils, des cheveux, un arménien, quoi. Et donc on arrive chez cet adolescent un peu compliqué, et il me dit, avec un brio mais un peu difficile, il me dit, je t'ai dit un chef de service, c'est pas un sanglier, quoi. Alors, vous riez, parce que vous êtes tranquillement installé à l'université de tous les savoirs, mais moi, ma carrière dépendait de Tatossian, et dans le jeu de filiation entre maître et élève, il faut faire attention à ce que son maître, en tout cas publiquement, ne se fasse pas traiter de sanglier. C'est quelque chose que je conseille d'ailleurs aux étudiants de la salle. Faites attention que vos maîtres soient toujours honorés quand vous êtes avec eux. Après, quand ils ne sont pas là, mais quand vous êtes là, faites attention à ce témoignage que vous représentez. Alors j'interviens, je dis, bon, je ne te permets pas ça. Attention, lui dit, je ne suis pas un sanglier, ce que je savais. Enfin, mais je suis chef de service et je suis à votre disposition. Si vous pensez que je peux être utile, non, finalement, j'avais demandé ça, mais je suis foutu. Je voudrais que vous me laissiez l'un et l'autre. Et je dis, excusez-moi, bon, je reviens te voir. Tatossian sort de la chambre, il me dit, qu'est-ce que tu veux dire exactement par je reviens te voir? Alors je dis, je vais régler son compte. Alors il me dit, ah bon? Tu sais, Ruffo, il est malade. Et je crois, et Tatossian avait raison. Et c'est pour ça que je reste hier soir assis à côté de cette adolescente qui m'agonie d'injures. Et puis elle continue, et vous allez voir comme Tatossian a bien fait de me donner cette leçon de tolérance et de respect, quoi. Elle me dit, mais de toute façon, s'il faut être gravement malade pour rester ici, j'ai les moyens de convaincre tout le monde, etc. Et d'ailleurs, vous aurez de mes nouvelles. Voilà. Le psychiatre réapparaît. Prévention des conduites à risque, prévention des conduites suicidaires, évidemment tout de suite. Je suis dans mon rôle, après les insultes de ma position hiérarchique, où je suis déstabilisé, quand on me dit je souffre, je vais mal, etc., ça va mieux. Enfin, les psychiatres souvent se nourrissent de la pathologie ou du désarroi. C'est des drôles de gens, hein. Moi je les connais bien, mais souvent, bon, donc je vois qu'elle va mal et donc je vais mieux. Vous voyez, c'est déjà assez.
Je vais mieux en tout cas dans ma position, pas mieux, je vais pas bien, pas mieux, mais je vais mieux par rapport à mon rôle, en tout cas par rapport à ma place. Alors je m'assois et puis elle me dit j'ai tout là comme moyen d'en finir avec cette vie qui m'est si difficile. D'ailleurs, il y a dans mon ours en peluche un cutter et de quoi en finir largement avec ma vie. Bon, alors je dis écoute, moi je tiens à te dire ma préoccupation pour toi, et je dis maintenant je voudrais que tu rejoignes les autres. Et on sort de la chambre. Donc dans un premier temps, je suis toujours psychiatre, puis je vais voir un autre gosse au bout du couloir, puis je reviens à la volée, je lui dis « Donne-moi ton ours ». Et elle me donne son ours qui avait des médicaments en quantité cachés et cousus dans l'ours, et avec un cutter extraordinairement dangereux qu'elle avait apporté pour signaler sa souffrance. Et donc ce matin, je lui ai dit que j'avais opéré l'ours, que j'avais extrait les trucs toxiques et qu'il est toujours dans mon bureau en réanimation en soins intensifs, mais que peut-être qu'elle pourrait le reprendre demain et ça va mieux entre nous. Mais si Tatossian ne m'avait pas dit que lorsque les adolescents expriment quelque chose de l'ordre de l'agressivité, cela peut être une dépression hostile, j'aurais repris mon rôle, j'aurais repris mon attitude, et peut-être que pour me montrer qu'elle était mal, elle serait passée à l'acte contre elle, et moi j'aurais été ce soir dans l'incapacité de vous parler d'une histoire aussi malheureuse. Donc je ne sais pas si ça peut être un début, en tout cas c'est en tout cas de l'ordre de l'anecdote, mais c'est bien pour montrer les trois aspects dont je veux parler devant vous ce soir. Le premier aspect, c'est dans le fond qu'est-ce que l'adolescence et que sont les parents actuels de l'adolescent. Deuxièmement, je me replierai, parce que je suis psychiatre et que c'est ma spécificité, je me replierai dans la pathologie, sachant que si je parle d'histoires compliquées, ça peut éclairer le normal. C'est-à-dire que je ferai presque l'inverse d'Anna Freud, qui parlait du normal au pathologique. Moi, j'essaierai de faire du pathologique au normal. Qu'est-ce qui, dans les attitudes pathologiques, peuvent nous faire comprendre le fonctionnement normal? Puis après, je terminerai par quelques hypothèses, quelques questions, car, comme vous pouvez l'imaginer, le splendide outil que l'on m'a confié ne cesse de m'inquiéter quant aux résultats à y obtenir, aux idées à y développer. Alors, la première série de réflexions, c'est dans le fond, qu'est-ce que l'adolescent et qu'en est-il des familles actuellement? Je crois honnêtement, la première chose que je voudrais dire, c'est que les familles actuelles ont fait d'énormes progrès quant au respect de l'enfant. On l'a vu, si vous voulez, de manière terriblement actuelle, du fait que le tiers des victimes de l'Asie soient des enfants, combien cela nous paraît injuste, quoi. Ça n'a rien à voir avec Madame de Sévigné qui perdait des enfants avec volupté, passant à l'autre, quoi. Ça n'a rien à voir aussi avec les peuples dits primitifs, mais qui ont une mortalité infantile importante et pour lesquels les croyances, par exemple, protègent du deuil. Je vous donne un exemple. Les Comoriens, par exemple, ne peuvent pas s'occuper de l'enfant dans les premiers jours, la première semaine de la vie du bébé, sinon le djinn va l'emporter. Mais en même temps, quand on sait que 40% de mortalité infantile sont malheureusement le fait de ces peuples et de ces cultures, ça évite l'attachement et l'attachement au bébé qui va disparaître. Si le bébé meurt, il vaut mieux ne pas s'y attacher. Et donc on comprend que le fait religieux, le fait coutumier, aide dans le fond à survivre au désarroi de la vie. C'est un autre sujet sans doute de l'université des savoirs, mais je crois que les religions c'est ça. Enfin en tout cas, modestement pour l'interprétation que je peux en faire comme ça de manière banale. Alors les parents, nous les parents occidentaux, les parents français, européens, ont fait d'énormes progrès. Mais je ne sais pas si ces progrès ne sont pas localisés au bébé, quoi. Ils sont devenus vraiment les spécialistes du bébé, quoi. En consultation de bébéologie, tu es en conflit avec les grands-mères, les mères qui te disent mais comment je vous amène ce gosse parce qu'il a 2 mois et 3 jours et j'ai vu que dans les rubriques spécialisées de Brazelton qu'à 1 mois et 1 mois et demi il devait m'agripper plus fort en me regardant plus dans les yeux pendant 20 secondes. Le mien c'est 15 secondes, ne croyez pas qu'il aura un retard, quoi. Alors
Et alors les bébés, pas bêtes, plus on s'y intéresse, plus ils progressent, quoi. C'est-à-dire que ces bébés complètement entourés par les grands-mères, les mères, les pères aussi, les pères. Avant, il y avait la ressource que les pères s'occupaient pas des enfants, c'est cuit, ils sont là, quoi. Je veux dire que 2 fois sur 3, les pères sont là. C'est fini le temps où les pédopsychiatres ne voyaient que des mères. C'est belle époque. On voit des pères, hein. On voit des pères, ils sont là, 2 fois sur 3, les pères, pour les enfants de 0 à 3 ans, sont en consultation, c'est fabuleux. Si je raconte ça à mes aînés en pédopsychiatrie, qui sont à l'Académie de médecine, je suis pas trop loin, ils vont être pétrifiés, quoi. Ils vont dire, ça alors, les pères, mais j'en ai jamais vu, j'ai été pédopsychiatre pendant 40 ans à la Salpêtrière, j'en ai vu un malade, enfin un truc. Mais 3 hommes et un couffin, c'est ça, en marseillais c'est 3 fadas, mais c'est quand même, si ça marque autant, c'est que ces fadas-là, sont la représentation de les pères s'autorisent au développement, les pères se féminisent, les pères ont quelque chose de s'autoriser au développement du bébé. Il y en a même qui sont en compète. Comment tu as donné le biberon et moi je donne pas? Tu l'as changé une fois et moi pas? C'est dangereux, hein. C'est dangereux parce que le bébé, lui, il va plus rien comprendre avec ses pères qui. C'est pas du tout que je sois contre la parité féminine. Je suis plutôt pour la parité masculine. Et je suis plutôt pour l'égalité dans les différences qu'un melting pot fou où le bébé va plus se reconnaître. Le bébé, c'est un chercheur de pareil, pas pareil. Il veut que son père le prenne au bras, mais pas comme sa maman. Et le bébé, lui... Mais le bébé, cela dit, plus il est pris au bras, plus il est brazentonisé, plus il est doltoisé, plus il progresse. C'est pas... Tout le monde a lu... Qui peut élever un enfant sans un manuel de psycho, de puriculture? Ça vaut presque un juge pour enfants, tu as pas lu ça? Il y a même dans des repas marseillais, parisiens... Tu n'as pas vu un pédopsychiatre? Tiens, il faut faire ça pour tes enfants, mais simplement comme prévention. Souvent, on voit des gosses normaux amenés par des parents inquiets. Moi, j'ai envie sur les carnets de santé qu'on tamponne vue par un psy, comme ça serait bien. Ça serait, si je propose ça au ministère, peut-être qu'ils vont le faire. Alors, donc, je crois que ces parents extraordinairement en progrès entraînent chez les enfants un développement meilleur, quoi. C'est vrai que quand on s'intéresse à toi, quand on s'intéresse à l'interaction, quand on s'intéresse à tes sourires, quand on te chante des berceuses anciennes, vous voyez qu'il y a du passé et du présent. Les chansons de nos enfants, les contes de fées qu'on nous racontait, sont en grosse compète avec la télé, avec Starac, déjà chez le bébé. Parce qu'il va y avoir Starac du bébé. Si une chaîne généraliste lance le plus beau bébé de France, qui est éliminé à chaque compétition, vous allez voir, je vais proposer ça à la une, qu'ils vont le faire. Voilà le plus beau bébé. Alors ce bébé, il aura quoi? Des études payées jusqu'à 18 ans, parce qu'il y a ça aussi. Si tu réussiras mieux que moi, non seulement tu es mieux élevé que moi, mais tu réussiras mieux que moi. Ça fait que les bébés tirent des bénéfices extraordinaires de cette occupation, mais pas les adolescents. Les adolescents, quand on est adolescent, c'est brutalement penser que ses parents vieillissent, hein, avec le jeunisme actuel, quoi. C'est-à-dire que si tu dis à une femme de 50 ans qu'elle est vieille, elle te gifle. Et alors que les hommes ont toujours cru qu'ils n'étaient pas vieux, mais c'est un autre truc. Mais les femmes, maintenant, en tout cas, sont jeunes toujours, hein. Pour toujours, on les rattrape avec la chirurgie esthétique, mais pas tout à fait. Elles sont quand même. L'Oréal, c'est encore féminin. C'est pas. Il y a du L'Oréal masculin, mais c'est quand même encore très très féminin. Alors c'est pour vous dire que les jeunes sont entourés par un jeunisme, quoi. Les jeunes sont entourés par un jeunisme, une société adolescente, quoi. Alors c'est difficile pour eux d'être adolescents au milieu de gens qui sont en compète avec eux. T'as quand même souvent des adolescents dont les parents sortent le samedi soir, qui s'habillent, se déguisent même. Allez, on y va. Et le gosse dit, écoute, je garde mémé, le chat, mais ne rentrez pas trop. En même temps, il ajoute un autre truc, vous allez voir. T'as pensé à l'abonnement à Canal? Parce qu'il est pas bête. Et mon ADSL, elle fonctionne, et mon portable, tu m'as remis les points. Parce que là, dès qu'ils sortent, tac, il se met à communiquer. Ça y est, ils sont partis, et toi, moi aussi. Ils sont allés au côté du jazz. Ah, ça existe encore, enfin bon. Alors, c'est ahurissant. Et alors, en même temps, de temps en temps, les adolescents sont surpris parce que les parents rentrent tôt, le concert a été annulé, et là, ils ont une copine, etc. Alors, les gens de ma génération sentent le drame. Non. Mon chéri, tu nous la présentes pas, mais vous avez bien fait de venir, ce truc. C'est cuit, tu peux même plus transgresser. Quand ils sont partis, que tu fais venir ta copine, ils sont d'accord, donc c'est cuit.
c'est impossible à vivre. Moi, je voulais amener ma copine. Ils sont d'accord. C'est même plus la peine que je feinte, que j'attende qu'ils sortent, que Mémé soit alzheimerisé, que soit enfin placé pour que j'ai son appart. Non, c'est cuit, c'est fini. Même Mémé est d'accord. Donc c'est impossible. Et alors ce jeunisme, ce tam-tam de jeunes qui entourent les adolescents entraîne, à contrario, pour les 10%, parce que quand on parle des adolescents, ils nous regardent de manière pathétique, quoi. Ils savent qu'on n'est pas jeune, quoi. Dès la 6e, tes parents vieillissent. Tu dis, ne viens plus me chercher à l'école, parce que je veux pas que mes copains te voient. Ah bon? Pourquoi? Parce que t'es vieux. D'ailleurs, on a un vieux aussi, un pion qui a 30 ans, si tu savais le vieux que c'est, donc c'est fini. Donc le vieillissement, et la notion que les parents vieillissent, c'est une notion aussi d'ado, quoi. Et ces ados-là, ils vont brutalement balayer devant la porte des images parentales, finir avec la pensée magique, les parents vont vieillir, et ils vont être critiqués. Alors c'est vrai que ça leur pose problème. Ça leur pose problème parce que, par exemple, dans les grandes villes, dans les 50% de recomposition familiale, qui sont sans doute une excellente chose pour les grands, c'est quand même difficile de dire, tu vois, voilà, la femme de ma vie, elle est à peu près ton âge, ou le garçon de ma vie, progrès du syndrome de Faust, dans les amyosynthèses pour les femmes entre 39 et 42 ans, le tiers des femmes qui bénéficient d'une amyosynthèse pour une grossesse un peu limite, entre 39 et 42, ont 10 à 15% de moins les hommes que les femmes qui sont enceintes. C'est intéressant, le tiers. Elle fait un enfant au plus jeune homme avec lequel elle a décidé sa vie. Vous voyez, l'égalité apparaît aussi dans les moments de fécondation et dans les procréations. Alors, cet ado, il va être en difficulté pour balayer devant la porte des parents, les critiquer, alors qu'ils sont toujours, mais parle-moi, je t'écoute. Il y a un conflit, tu veux qu'on parle? Non. C'est vrai que dans ce quartier, en 68, ça a swingé. C'est vrai qu'il y a les pavés, sous les pavés la plage, certes, mais aussi les pavés sur les CRS, et il est interdit d'interdire, hein, slogan culte. Il est peut-être permis de donner son avis, quoi, et pas toujours de dire discutons, quoi. Quand tu discutes, tu radicalises pas. Tu dis pas, moi je suis pas d'accord avec toi. Tiens, tu dis ça, moi je suis pas d'accord. Bon, d'accord. Là, je m'affronte. Mais si tu dis, je veux bien t'en parler. Ah bon, c'est ta position, mais écoute, on en a parlé. Vous imaginez une seconde d'être ado et rentrer dans du mou comme ça? C'est terrifiant. Et alors, il multiplie les conduites à risque. Et c'est l'occasion pour moi de basculer vers la deuxième partie, c'est-à-dire vers les pathologies. 90% des adolescents vont très 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 bien et sans doute mieux que les adolescents d'avant. Ils ont des qualités qu'on n'avait pas. Par exemple, sur les actualités juniors, là, il y a 2 ou 3 mois, il y a eu des chiffres géniaux, quoi, moi, qui m'ont beaucoup passionné. C'était bien avant la catastrophe, hein, mais 44% des filles veulent bien travailler dans le tiers-monde pour des œuvres humanitaires, 43% des garçons. C'est sublime. Pratiquement un adolescent sur 2 est plus citoyen du monde que couillon d'un pays, quoi. Ouais, pas mal. Moyennant ceux, ils ont une mobilité universitaire, ils voyagent, ils sont pas opposants aux autres cultures, ils se métissent avec brio. Bon, progrès fabuleux par rapport à ma génération où le derby, quoi. Moi, j'adore le rugby, hein, malgré que je sois de Marseille. J'adore le rugby et l'ennemi est de l'autre côté de la montagne, quoi. Là, par exemple, dimanche, Montauban joue à Toulon, il faut vraiment les tuer. Vous voyez, c'est quelque chose d'essentiel de tuer les Montalbanais. Donc c'était une époque de guerre, c'est une époque à la Georges Duby, de soule, de combat, de l'ennemi de l'autre côté de la montagne, quoi. C'est cuit. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus que des Boeing 747, donc c'est fini, les TGV, etc. Alors là, ils sont géniaux, mais les 10% qui vont mal plus mal peut-être qu'avant. Et voilà quelque chose de plus triste dans mon discours, cette gosse dont je vous parlais au début. Beaucoup d'enfants sont violents sur eux et sur les autres. La violence, c'est certainement un des traits les plus préoccupants de notre temps, quoi. Et ils sont violents aussi avec les familles, quoi. Ils agressent les familles. Le nombre de parents battus, on a parlé beaucoup après d'enfants battus, d'enfants abusés, on ne parle pas assez de parents battus. Vraiment, c'est pour moi une préoccupation. Alors, quand je parle, hein, et je sais que François de Singly dirait fais attention à ce que tu dis au niveau des cohortes. Le sociologue a raison par rapport au psy. Le psy il voit des cas anecdotiques dont il ne doit pas tirer généralité, hein, on est d'accord. Quand je vous parle, la place d'où je vous parle, c'est la place du psy, ça ne veut pas dire la place du social, du sociologique, de la société. Mais quand même, honnêtement, hein, je vois des tas de familles dodées battues par leurs adolescents, quoi.
Ces femmes dites isolées, les 800 000 personnes en France, doivent s'attendre à être battues par l'adolescent avec qui elles vivent, quoi. Enfants qu'elles ont eu pour elles, sans hommes, quoi. Pour le tiers des cas, je dis pas les 2 tiers abandonnés, bafoués, trompés, je sais pas quoi. Mais le tiers qui décide d'avoir un enfant seul prenne des risques avec la violence ultérieure de cet ado, quoi. Et moi, je suis sidéré par les insultes, ça commence par les insultes, puis par les bousculades, puis donne-moi du fric, puis c'est comme ça, et je veux rien faire, je ferai ce que je veux, etc. Et je vois des situations pathétiques, quoi. Je vois des gosses violents donc sur leur mère, et aussi violents sur eux. Et un gosse me racontait l'autre jour qu'il avait des tas de scarifications, vous savez que c'est un truc terrible, mais scarification ou piercing, je sais pas, moi maintenant qui prend les transports en commun parisiens, je suis observateur, et les piercings sont parfois terribles, j'ai envie d'avoir de l'oxygéné sur moi et de les désinfecter, tu vois. Je dis, mais ça te fait pas mal, t'en as trop, tu vois, ça pèse sur le truc, ça va s'infecter. Et lui, non, il me dit, attention, si tu te proches de moi, je pique, hein, j'ai un truc comme ça. Et puis il sort la langue, il en a 3 ou 4, quoi. Si c'est une fille, elle en a 5 dans le nombril, quoi. Et je fantasme, mais pourquoi ils se font aussi mal? Parce qu'ils ont été aussi bien élevés, quoi. Vous vous rendez compte, à l'époque des vaccins, de la croissance, de la puéricultrice, de la protection maternelle infantile, les piercings, c'est fou. À l'époque des infections, de l'éradication de la peste depuis 1720, le piercing, quoi. Mais un piercing, ça va, mais 15 piercings acceptés, c'est les parents qui sont en cause. Tu vas dire non. Je veux que tu n'en aies qu'un. Je veux que tu t'habilles en corsaire et puis pas plus. Tu es un corsaire et pas. Tu es pas un super corsaire avec. Parce que vous avez vu les lobes de l'oreille comme ils sont occupés. Vous avez vu? Et c'est pareil pour les lolitas. Il faut mettre en examen les pères, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Donc que sa femme veuille jouer à la poupée, on a compris. Elle n'avait pas eu assez de Barbie quand elle était petite. Maintenant, elle la déguise. Mais il faut qu'ils disent non. Tu t'habilles pas comme ça. Tu sors pas dans le RREC avec le nombril comme ça. Non. Ils vont confondre sexualité et sensualité. Puis je t'explique même pas, tu t'habilles pas comme ça. Et alors, ces enfants qui courent des risques, ces enfants souvent fragiles au niveau d'eux-mêmes, quoi. Un trouble de l'estime de soi, un trouble du narcissisme, un trouble de la construction. Vous savez, ça se joue très très vite, hein. Ça se joue très très vite, ça se joue dès la section des petits de maternelle, dès le début des 2 années de maternelle, l'apprentissage premier, quoi. Il y a un pont d'ailleurs étrange et intéressant entre section des petits, section de grands, section des petits, section des moyens, excusez-moi, et 6e et 5e, quoi. L'adolescence, ça commence vraiment au collège, hein. Et ça se termine, je sais pas quand. Ça se termine jamais, quoi. Il n'y a plus d'arrêt à l'adolescence. Même quand les sociologues ont dit, ça se termine avec, quand le lave-linge, on n'amène plus le lave-linge en famille, c'est pas vrai, parce que derrière, ils n'amènent plus le lave-linge, et pourtant ils continuent, ils amènent plus le linge sale, ils continuent l'adolescence, parce qu'ils cassent le lave-linge, ils en veulent un autre. Donc, quand ils demandent le remplacement de la miel, parce qu'ils ont des miels, hein, sur 2 niveaux, quand tu dis, il faut que tu me renouvelles le matériel, c'est qu'ils sont pas grands. Quand ils te renouvellent, ne parlons pas des voitures, des scooters, des portables. Comment, t'as pas de portable? Tu n'achètes pas un portable à ton enfant? Non. Mais il va être stigmatisé, ils sont stigmatisés, c'est parti. Alors je crois que les adolescents qui vont mal, ils vont mal sur les conduites à risque, sur le mal qu'ils se font, sur le mal qu'ils se font au niveau alimentaire. Et je voudrais juste faire un petit crochet rapide, parce que j'ai pas le temps, sur l'anorexie. L'anorexie, c'est quand même quelque chose de rare, de terriblement grave. L'anorexie, si ça touche 0,5% de la population adolescente, c'est quand même dans 10% des cas mortels, et c'est plus grave que la maladie d'Hodgkin, si vous voulez. Ça tue plus que la maladie d'Hodgkin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça tue plus qu'un cancer, avec le risque suicidaire, le risque organique, etc. Et 40% des adolescents, dans les émissions de radio, s'intéressent à ça, aux troubles alimentaires. Est-ce que c'est la génération post-Barbie? Parce que la Barbie, ça n'existe pas. Quand tu vois une Barbie et que tu es une fille, tu es obligé d'être anorexique pour être une Barbie. Tu es naturellement ronde, tu as des formes, des seins, des fesses. Tu peux pas. La Barbie, elle est incroyable. Les petites filles, elles déshabillent les Barbies et les balancent dans la baignoire. Il faut faire attention. Déjà, quand tes grands-parents, que tu as... encore que je dis ça, et moi, ma fille a eu, je crois, 51 Barbies. Donc vous voyez que j'étais... 51. Et quand je les ai prises pour faire le psychiatre avec les enfants, elle m'a dit c'est les miennes. Je suis d'accord, elle est grande, mais c'est Barbie, donc elles sont stockées pour je sais pas quoi. Un cimetière de Barbie quelque part. Alors, et donc les adolescents qui vont mal, les anorexiques, commencent par une phase solide. Au début, c'est tout ce qui est solide. Les pâtes, le pain, le sucre, les viandes de grasse, etc. Puis elle passe à une phase liquide. Je ne bois plus, je m'arrête, je ne bois plus que de l'eau. Je tamise des pommes avec un truc à thé, puis je bois ça comme protéine. Pour finir à une phase terrible qui est une phase aérienne. Elle n'existe plus.
J'ai dans mon service une petite de 18 ans là, qui pèse 26,6 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et elle me dit, je me sens pas maigre, j'ai plus de corps. Elle exprime parfaitement ce qu'est l'anorexique. Et la phase aérienne, c'est aussi ce que m'a raconté une jeune fille il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, qui m'a beaucoup marqué, c'est j'arrivais plus à l'entendre, à le susurrer, j'entendais plus sa voix. Elle me dit, je compte le nombre de fois où je respire pour pas prendre trop d'air, pour pas grossir. Oui, c'est quand le corps disparaît et qu'il n'y a plus de corps, et c'est ça l'anorexie. L'anorexie, c'est vraiment détruire son corps pour que le corps ne soit pas sexué et que le corps ne soit pas autonome. Pour pas partir à la conquête de soi comme être autonome, se séparant de sa famille, pouvant procréer, pouvoir après avoir des enfants, allaiter, changer de... C'est un problème aussi de séparation individuation, et c'est un problème bien compliqué. Autre aspect très dramatique que je citais au début, c'est le suicide. Tout le monde sait que c'est la deuxième cause de mortalité de l'adolescent, et encore que les conduites à risque automobile représentent quand même des suicides déguisés dans une mégalomanie folle où ils se tuent, quoi. C'est vrai que si vos enfants, vos petits-enfants ont comme ami un gosse un peu trop nanti qui a une GTI, il faut supprimer cette relation, quoi. Il faut lui dire, je ne veux que tu sortes qu'avec des types qui ont une carte orange, quoi. C'est un truc de prévention, pas de GTI. Et je veux dire que vraiment le suicide, c'est la peur la peur très particulière des enfants de quitter le passé, de s'écarter, de devenir grand, quoi, de quitter dans le fond la pensée magique. Lorsqu'on est enfant, on croit que les parents sont vraiment ceux qu'on rêve d'avoir et qu'on n'aura jamais, quoi. C'est ça l'enfance. C'est assez génial. C'est vraiment un moment agréable pour les parents. Hein. Moi, quand je vois des parents qui ont des enfants petits, je dis ils ont de la chance. Après, quand ils sont grands, tu commences à penser que c'était pas si terrible que ça d'avoir des enfants. Mais enfin, bon, au début, tu dis c'est bien. Il me dit, oh papa, tu es rentré, je t'ai fait un dessin. Un adolescent qui te fait ça, tu l'amènes en psychothérapie. Et plutôt en conflit direct avec toi. Et aussi, ils ont peur aussi de l'avenir. Alors c'est vrai que c'est quand même assez terrible notre société. C'est au moment où ils sont le moins conformes, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e, qu'on leur demande d'être le plus conforme. Ah, c'est étonnant. Conforte-toi à ce qu'il faut, justement, quand ils ne peuvent pas. C'est assez terrible. C'est là où ils sont en opposition qu'on leur demande d'être conformes. Et le plus conforme, d'ailleurs. Tu n'as plus un instit, un professeur des écoles, attention à ce que je dis, tu n'as plus un professeur des écoles, mais qui est ta référence identitaire, un équivalent, un substitut parental, mon instit, etc., est quelque chose d'intéressant. Et là, tu as 6 profs, avec des conseillers pédagogiques, avec tout, un proviseur, un principal, etc., et tu dois être conforme. Alors toi, tu es prépubère, tu as des grands garçons vachement pubères, un peu comme Tatosien avec plein de poils, quoi. Des filles avec des seins, tu en rêves, mais tu peux pas, tu es trop petit. Tu dis, ah, alors petit, tu as encore des jouets, dommage, qu'est-ce que je l'aime. Mais je l'aime, elle est grande, elle est vieille, elle a 16 ans, des trucs incroyables. Et on te demande d'être conforme. Et tu les peins, et les 10% qui vont mal s'abordent de leur scolarité. Ils ne s'identifient pas. J'ai vu beaucoup, moi, mais encore, propos de psychiatres, à vérifier par les épidémiologistes et par les sociologues, j'ai eu beaucoup, par exemple, de problèmes d'adoption à l'adolescence. L'adoption se joue uniquement à l'adolescence. Quand j'entends l'adoption des bébés, j'ai envie de trouver ça pathétique. Ce qui se joue à l'adoption, c'est l'adolescence. Quand les adolescents adoptés ne veulent pas être conformes aux gens qui les ont accueillis et veulent retrouver du biologique, y compris dans la destruction, quoi. Plus je te mets en difficulté, plus tu prouveras que tu m'aimes et que tu es mon parent. Et c'est ça l'adoption. C'est à l'adolescence, c'est pas après. Et toutes les conduites à risque qui en découlent. Donc suicide, conduite à risque de tous les niveaux, conduite sexuelle ahurissante. Une pédiatre d'un hôpital parisien est venue me voir pour une collaboration absolument passionnante. Elle me parlait des adolescents issus de couples séropositifs avant la thérapie. Vous savez que, heureusement, grâce à la thérapie, la contamination par le VIH pendant la grossesse a beaucoup diminué. On est passé à 5-6%. Avant, c'était 28%. Et donc, elle a une cohorte d'adolescents qui sont séropositifs, issus de ces séropositifs qui n'avaient pas bénéficié de trithérapie. La trithérapie ne guérissant pas le sida, hein, étant un traitement chronique absolument épouvantable. Bon. Et ces gosses, il y a 2 attitudes. Les garçons font n'importe quoi avec la sexualité sans protection, et les filles n'ont pas de sexualité. Et c'est intéressant d'étudier la représentation de la maladie induite par une maladie héréditaire, car il s'agit d'une maladie héréditaire, transmise par les parents, et qu'est-ce que ça donne intérieurement. Alors dans le fond, les questions que je pose, pour laisser un peu la voix au débat, les questions que je pose, c'est la première question, c'est est-ce qu'on est parent un jour, parent toujours? Est-ce que dans le fond, il n'y a pas aussi dans la chance d'être parent une grande mobilité
de position à avoir. Est-ce que dans le fond, à l'adolescence notamment, il ne faut pas avoir des positions de débat, mais quasi syndicales. C'est-à-dire que le parent donne sa position et la défend, quoi, pendant que l'adolescent, lui, conteste. Donc c'est la première question, c'est est-ce que dans le fond, il n'y a pas aussi de la part des parents, les nouveaux parents d'adolescents, des progrès à ne pas toujours avoir ce trouble, je crois, des difficultés de trouble de la séparation individuation. Ne me quitte pas, car si tu me quittes, la vieillesse est là, quoi. L'autre aspect qu'on peut définir, c'est que pour les adolescents qui vont mal, aller mal, c'est vachement plus sûr que d'aller bien, quoi. Quand on va mal, c'est toujours sûr. Je vois notamment dans les conduites suicidaires à répétition. Le suicide entraîne une catharsis, c'est-à-dire une remise à zéro du compteur, mais c'est tellement bien qu'après je recommence. Quand on sait que la tentative de suicide mortelle, c'est dans 60% des cas la deuxième tentative, ça pose un problème énorme de santé publique. 40, 50 000 tentatives par an, 60% de mortalité lors de la deuxième pour les 800 à 1200 gosses qui meurent de suicide par an en France, les adolescents. Comment faire pour repérer les suicides qui marquent quelque chose mais ça peut être aussi que simplement un adolescent a bénéficié de cette tentative. Vous vous rendez compte comme c'est difficile quand on dit prévention du suicide, mais prévention comment? Autre aspect, c'est l'importance de l'école, quoi. L'importance de l'école et la chance extraordinaire qu'est l'école pour les adolescents, mais pas qu'une école, quoi. Que l'école réussisse toujours, quoi. Je veux dire que l'adolescent réussisse toujours. Une histoire marseillaise pour presque terminer de manière plus intéressante que l'histoire dramatique parisienne, mais ça fait partie de ma dépression d'avoir quitté ma ville. Hein. Vous avez bien senti qu'il y a chez moi une fragilité qui s'exprime comme ça publiquement et qui va sans doute me traiter, parce que plus je dis que je vais pas bien, plus après je me renforce. Hein. Donc une histoire marseillaise, il y a un gosse extraordinaire, Frédéric, c'est son vrai prénom, mais on est loin, on n'est pas à Marseille, je peux citer son vrai prénom. Frédéric qui avait un excellent niveau, puisqu'on l'avait chiffré, il avait 114 de QI. Ça doit être, enfin, dans la salle, vous êtes tous intelligents, mais c'est quand même pas la masse nationale. Hein, et donc 114 de QI, et il apprenait pas à lire, donc ça nous rendait fous. Les parents d'abord et nous après, et on essaye de tout. Travail individuel, travail en groupe, lecture syllabique, Borel-Messoni, tout, relaxation, psychothérapie de groupe, tout, et il n'apprend pas. Il avait une autre particularité. Il était d'Aubagne, c'est pas une particularité, mais il était d'Aubagne, la patrie de Pagnol, mais il pissait ce salopard entre le sommier et le matelas. Donc, si vous voulez, c'était une neurétique particulière, c'est-à-dire qu'il passait. Je comprends pas, je peux plus le voir, je vais le bastonner. Je dis, vous comprenez vous? Je dis non, je comprenais pas. Moi, vous avez déjà vu ça? Jamais. Et donc on échoue, quoi. Hein, on échoue avec lui, on essaye tout avec des instituts géniaux, quoi, de mon service. On essaye et ça marche pas. Finalement, on dit bon, on baisse la garde, on dit on peut pas, on le met dans un institut de rééducation et on perd de ses nouvelles. Et le temps passe et un jour je vais à la Timone, je suis dans un embouteillage et je vois un pâtissier qui est narcissiquement convenable parce qu'il marque meilleur ouvrier de France. Donc si tu t'arrêtes pas pour acheter des gâteaux, c'est que vraiment t'es couillon. Hein, mais... Ou alors c'est que tu es prudent. Enfin, je sais pas. Enfin, meilleur ouvrier de France. Et les deux hypothèses théoriques. Et je vois sortir un pâtissier qui sort. Ah, Ruffo, t'es là, etc. Frédéric. Alors il me dit, attends là. Alors embouteillage, boulevard Baille. Je dis, je peux pas. Il me dit, attends, il faut que tu attendes. Alors je dis, j'attends. Alors ça klaxonne. Et, je sors de la voiture. Je dis, c'est thérapeutique. Et un chauffeur de taxi derrière moi dit, ne bougez pas, c'est un voyou, parce que comme c'est... Donc, thérapeutique, c'était tellement singulier que pour le chauffeur de taxi, il dit, c'est un voyou. Il a compris, ou alors, je sais pas, il a compris que j'étais slave, enfin, je sais pas, il a compris qu'en tout cas, c'est dangereux. Et Frédéric arrive, et il me met une tarte aux pommes sur le capot de la voiture, non, c'est moi qui l'ai faite, je suis le meilleur ouvrier de France. Il avait retrouvé là un narcissisme et une réussite que moi, dans laquelle j'avais échoué. Donc les réussites sont possibles, parfois ultérieures, parfois jusqu'à un embouteillage du boulevard Baille, mais je crois qu'entre la petite qui cache le cutter dans un ours, mais qui me confie qu'elle a caché ce cutter, et le garçon qui m'offre une tarte aux pommes, je crois que je vais tenir bon dans ce drôle de métier qui est pédopsychiatre. Je vous remercie de votre attention.
Marcel Ruffo, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Madame, sur la gauche. Bonsoir. Je voudrais vous demander, en fait, dans cette société, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. On a besoin très souvent des adolescents pour se faire aider, des questions informatiques. On est toujours en train de les appeler pour nous dépanner. Est-ce que c'est inquiétant? Non, d'ailleurs, la question que vous posez rejoint une préoccupation familiale très très importante de est-ce qu'il n'est pas accro d'Internet et de jeux vidéo. C'est une question systématique posée aux psy, ça, ou aux médecins, ou aux psychologues, enfin, aux enseignants. Je crois que ils gagnent leur temps par les techniques, quoi, les moyens de communication splendides qu'ils ont. C'est extraordinaire. Il y a dans la salle, c'est assez intéressant votre question. Il y a actuellement dans la salle, deux espèces. Il y a ceux qui sont nés avant la télévision et ceux qui sont nés après. Mais c'est un amphi qui n'existera plus dans 30 ans. Tout le monde sera né avec la télévision. Donc et alors, quand vous posez votre question, je pensais aux grands-parents de l'époque, ils disaient « N'éteins pas la télé, tu vas l'abîmer ». Maintenant, les grands-pères se cramponnent à la commande parce qu'ils zappent plus vite les autres. Regarde tranquille le foot, ils te zappent, ils te regardent Canal Jimmy, tu vois, et ils vont vite. Et alors très très tôt, tu t'aperçois que les enfants qui ne savent pas compter repèrent le canal de télévision qui leur est adapté, quoi. Donc je crois que ça fait partie des progrès de communication. On est dans une époque de communication et le problème que ça pose, mais ça c'est pas ma fonction, c'est un problème majeur sur l'école, sur laquelle moi j'ai un respect absolu et un intérêt majeur, c'est cette civilisation de l'image. Est-ce que l'apprentissage ne doit pas être visuel plutôt qu'auditif? Est-ce que un jour ou l'autre il ne faut pas passer à du visuel? Moi dans mon service, là on a 6 ordinateurs dans la médiathèque. Qu'est-ce qui va être plus utilisé, les ordinateurs ou les livres? Je vous donne rendez-vous dans 1 an. Mais je me demande si le net et les ordinateurs, avec les imprimantes, ça ne va pas être plus utilisé que les encyclopédies, quoi. D'autant qu'il y a des CD-ROM où il y a des encyclopédies où en plus tu peux isoler la page en tapant, en trouvant. Est-ce que dans le fond, un jour ou l'autre, Balzac et la comédie humaine, ce ne sera pas sur déjà, quand je suis dans le TGV ou dans le TGV, il y a plein de gens qui regardent des films, hein. Ils vont plus au cinoche, ils ratent pas le train pour aller au cinoche, ils ont le cinoche dans le train. Moi je crois que c'est pas du tout gênant qu'il soit plus fort que nous. Si tu joues aux échecs avec un gosse, tu le bats, sauf si c'est un précoce à mettre en psychothérapie, c'est pas. Normalement tu le bats, mais là il te bat, et c'est pas mal. L'autre jour dans mon service, à Marseille, j'ai des jeux vidéo. J'avais des jeux vidéo dans la salle d'attente et alors au début il y avait une résistance de la part des psys. Oh, pourquoi tu fais ça, etc. Je sais pas ce que. Moyennant ceux, à partir du moment où il y a des jeux vidéo, ils sont plus jamais pleins de nos retards. On s'en fout, tu vois. Mais le pire, c'est qu'après j'ai vu des grands-parents, dès qu'ils étaient en consultation, essayer de jouer, puis reposer quand ils n'étaient pas là, tu vois. Et un gosse lui a dit c'est dommage, mais tu avais encore 3 billes, tu vois. Enfin, un truc. Une question en haut de l'amphithéâtre. Oui, bonsoir. Je dois dire, je me suis beaucoup amusé de votre prestation, qui était absolument exceptionnelle. Et pour vous dire, j'ai eu 3 enfants. Et bon, effectivement, 3 enfants différents, avec lesquels on se pose des tas de questions. Et à vous entendre, j'ai un peu l'impression de feuilleter un Larousse médical. Et à chaque fois qu'on a une fièvre ou un symptôme, on regarde la page, on dit j'ai ce malaise, j'ai ce symptôme, je suis malade de ça. Et j'ai un peu le même regard avec mes enfants. Chaque fois que j'ai eu un problème avec mes enfants, j'avais un petit peu ce regard. Alors, je pense que vous avez effectivement posé des questions, sans amener malheureusement beaucoup de réponses. Et je crois qu'on n'a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'éducation des enfants. Et effectivement, on vit maintenant au XXIe siècle. Et si on relit Zola, je crois que l'enfance de l'époque de Zola avait des problèmes. Notre époque a d'autres problèmes. Est-ce que le fait de délibérer ou de polémiquer à chaque fois, est-ce qu'on va donner des réponses, ou est-ce que trouver un mode d'emploi pour l'éducation de nos enfants, quel que soit le milieu social ou la nationalité? Zola, actuellement, il y aurait des juges pour enfants. Hein, il y a quand même des progrès. Il y a quand même des progrès poil de carotte, dans les familles d'accueil, il y a des progrès aussi. Les Thénardier n'auraient pas un agrément de l'ASE.
Je crois qu'il y a des progrès. Je crois qu'il y a des progrès. Je crois qu'il y a des progrès aussi au niveau de comment les parents s'intéressent aux enfants. Je crois que ma réponse, c'est qu'il y a eu un changement de l'attitude des parents, et les parents veulent comprendre plutôt qu'éduquer maintenant, ce qui est très très différent. Dans mes amis, j'ai des amis corses qui disaient que les grands-pères, le pater familias, qui n'avaient pas forcément le pouvoir, en tout cas qui croyaient l'avoir dans les civilisations latines, disaient à ses enfants, par exemple, c'est une famille, vous savez qu'en relisant Colomba, il y a les caporales et les signors, il y a les seigneurs et les hommes d'épée. C'est plutôt une famille de signors et donc de geaux, de gens ayant toujours dirigé les cités ou les campagnes ou les champs, je sais pas quoi, ou les alpages. Et il disait que le grand-père disait: toi tu seras avocat, toi tu seras médecin. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Il y a une étude qu'on pourrait faire avec les épidémiologistes, c'est le changement d'orientation après le bac des études universitaires. Et on verrait que les geaux, les signories de Balagne ont disparu. Parce que maintenant, sinon, on les considérait comme pathologiques. Je crois que, indiscutablement, on fait des progrès, mais quant au temps qui passe, moi j'ai compris dans votre intervention le temps qui passe avec nos enfants, c'est vrai qu'on doit comprendre qu'on passe son temps à rater du temps avec ses enfants, rater des moments, quoi. Et que peut-être la nostalgie qui peut nous étreindre plus tard, c'est toujours, voilà les moments que j'ai ratés. On le voit bien avec les histoires de séparation, qui sont un progrès social aussi, de pouvoir se séparer. En même temps, on voit bien comment les adolescents provoquent le père, par exemple, actuellement dans la majorité des cas, en disant: je veux vivre avec toi, je veux savoir qui tu es, alors que j'étais domicilié chez maman et que la garde est conjointe depuis 1993. Je crois qu'il y a une nostalgie du passé, une nostalgie du passé dans laquelle on essaye de négocier parfois des attitudes ou des moments. Maintenant, évidemment, pour votre intervention, vous ne croyez pas qu'un psychiatre donne des réponses, sinon il n'existe plus. Une question, oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous avez parlé de beaucoup de choses, et je pense que vous rencontrez ce problème fréquemment, le problème de la toxicomanie dans l'adolescence, et des répercussions dans la vie professionnelle, si toutefois elle vient, et pour la vie entière. Je pense que aujourd'hui, peut-être c'était pareil avant, on manque un peu d'idéal. Auparavant, les enfants allaient à l'école, apprenaient un métier, se situaient dans la vie. Ça allait beaucoup mieux que maintenant. Aujourd'hui, s'ils peuvent poursuivre des études, ils ne savent pas où ils vont, et ça doit être une angoisse. Et comment ils pourront vivre demain? Je peux vous répondre. Je suis pas tout à fait d'accord avec. Je me permets, enfin peut-être que j'ai tort, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec leur absence d'idéal. Je crois qu'ils ont d'autres façons d'idéaliser le monde qu'ils vont diriger, quoi. Ils peuvent pas refaire le monde qui est le nôtre. C'est ça l'adolescence aussi. Hein. Ça existe depuis Babylone, ça existe depuis toujours. Les nouvelles générations disent on va changer tout, et puis ils deviennent plus ou moins classiques pour être après à leur tour basculés par d'autres générations qui se trouvent plus modernes ou plus inventives. Bon. Non, sur la toxicomanie, vous posez une question très très importante. Par contre, je voudrais dire une seule chose. Je suis radicalement opposé au hashish, je vais vous dire pourquoi. Le hashish, chez un adolescent qui va bien, ça va le rendre un peu bêta. Il va ricaner, il va être un peu plus bête que d'habitude. Il va retrouver l'âge bête comme avant, tu vois. Et souvent en groupe, donc une sorte d'instinct grégaire à être idiot. Donc d'accord, ça peut se concevoir, Les bières, la vodka, c'est pareil. Le haut médoc pour nous, le samedi soir, pour pas perdre de poids, on dort chez les copains. C'est bon, truc Mais c'est pas ça que je veux dire. L'adolescent, il a une différence par rapport à nous, majeure, et que le hashish met en exergue. C'est qu'il sait pas s'il est vulnérable. S'il est vulnérable, le hashish est dévastateur, quoi. S'il est vulnérable, le hashish va ouvrir la voie à toute sa pathologie psychique, relationnelle ou narcissique, quoi. Le hashish le tue et lui fait imaginer qu'il s'est tué
simplement le hashish a révélé sa vulnérabilité. Et d'ailleurs, les adolescents eux-mêmes, quand on leur parle de ça, le savent bien, quoi. Il y a des adolescents qui me disent « j'ai essayé, ça me convient pas ». Je dis « pourquoi ?» Parce que j'ai peur de moi, il y en a un qui m'a dit. Et je trouve qu'il a dit quelque chose de très très beau et de très utile, de très pédagogique pour moi. Je crois que donc ces produits, tous les produits qui décalent le sujet de l'autre, mais de même que moi je suis très favorable à ce qu'a dit le ministre de la Santé, pas l'interdiction, il a dit interdiction, mais la diminution des produits antidépresseurs chez l'adolescent est pour moi fondamentale, quoi. Ça crée l'impulsivité, ça pousse au passage à l'acte, et là personne ne peut discuter de ça. Donc je crois que, parce que je vous signale aussi que dans les toxicomanies, 10,5% des adolescents utilisent les produits psychotropes et les antidépresseurs comme moyen de s'énerver un peu. C'est l'âge où la poussée hormonale, où la force est tellement forte, qu'ils sont tellement forts qu'ils veulent être encore plus forts. Quand je navigue en dessous de l'Etna, je dis que Hercule, donc qui est dedans à cause du fait qu'il a mis la tunique de Nessus, bien fait pour lui, et qu'il est devenu l'Etna, quoi. Il avait quand même de la vigueur, quoi. Il est toujours représenté comme quand même quelqu'un de toujours vigoureux, dès qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je regardais Jason l'autre jour sur un vieux film absolument incroyable sur Jason, et tu t'aperçois que tout de suite, Hercule est difficile à contenir, c'est un ado, quoi. On lui dit ne prends pas les trucs des dieux, il prend, dès que l'autre, il se fait écraser par le gardien de l'île, il part à sa découverte alors qu'on sait qu'il est mort, c'est Hercule, c'est un ado. Il finit dans l'Etna quand même, hein. Et ça, c'est un sacré pétard, l'Etna, hein. Question au milieu. Bonsoir monsieur, j'ai 16 ans, je suis un adolescent, donc votre conférence m'a bien intéressé. Cependant, j'ai une question. Est-ce que vous considérez que le phénomène de l'adolescence est une crise ou un phénomène naturel qui doit se passer et avec lequel on peut éviter la crise? D'abord, elle est belle cette question. Elle est terriblement. Heureusement que j'ai fait philo. Phénomène et crise. Je voulais d'abord remercier les adolescents qui sont venus, parce qu'on disait, il y a eu des adolescents qui sont venus, ça aussi c'est nouveau. Je veux dire que c'était intéressant pour moi, un peu inquiétant. Quand je parle aux psy, par exemple, quand je parle aux psychiatres, c'est plus facile pour moi que parler aux gens ou aux ados. Psy, je suis en pilotage automatique. Non, je crois que vous posez en même temps vous répondez. Vous posez comme toujours. Je crois qu'il est normal d'être adolescent, il est normal de contester, il est normal de rêver, il est normal d'inventer, il est normal d'imaginer, il est normal de penser que la vie et l'avenir appartiennent à ceux qui arrivent, c'est normal. En même temps, dès qu'on pose ceci en problème, donc phénomène, dès qu'on pose cette découverte au monde, cette deuxième chance, cette ouverture au monde qu'est l'adolescence, le garçon ou la fille qui vit ça, il dit ça va être difficile pour moi. Ça va être difficile de réussir tous les enjeux, tous les enjeux que je m'impose. C'est difficile de réussir tous ces paris. C'est difficile pour moi d'inventer, d'être différent, d'être pareil et pas pareil, d'être conforme et non conforme, de comment vais-je me plaire pour pouvoir plaire. Vous vous rendez compte la difficulté moi je crois que c'est normal comme phénomène, normal comme crise, mais que parfois les attitudes négatives, prennent le pas sur les attitudes poétiques ou inventives ou imaginatives qui sont le fait de l'adolescence. Alors, je crois que dans le fond, je dirais plutôt que pour essayer de vous répondre, que c'est une deuxième chance de soi, une deuxième chance une instance qui est pas habituelle. C'est-à-dire, vous savez que par exemple dans la psychanalyse, il y a bien le moi, bon, ça va pas. Il y a le ça, les trucs terribles. Est-ce que je vais pas payer d'impôts? Et le surmoi, il faut que je les paye pour faire des hôpitaux aussi beaux que la maison de Solène. Moi, vais-je pouvoir le diriger? Voilà, on est après. Mais il y a autre chose. Il y a le soi. Et le soi, c'est un phénomène très très particulier. C'est comment soi on est par rapport à autrui. Comment soi on apparaît par rapport à autrui. Quelle est la distance? Trop proche, trop lointaine, ajustée. Et le soi, c'est un peu comme les bateaux, si vous voulez, dans le port de Marseille, quand ils sont vernis
avant de partir grand largue vers les îles siciliennes ou les îles grecques. Puis l'hiver est venu, ils sont amarrés et le vernis passe, quoi. Le soie, c'est vraiment comme le vernis des bateaux. De temps en temps, ils sont flamboyants pour partir grand largue par Mistral vers les Lipari, les éoliennes, etc. Et de temps en temps, au contraire, le Mistral, le froid, le vent d'est, la pluie, efface un peu le vernis, et c'est toujours le même bateau. Mais le même bateau, parfois, il vogue grand largue, et de temps en temps, il est à la mare dans un petit clapot avec quelques bouteilles de coca qui flottent, parce que les adolescents les ont jetées dans le vieux port. Une question en haut. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que les adolescents allaient en général de plus en plus mal. Et vous avez parlé également des parents qui sont battus. Et j'avais une question. Est-ce que vous pensez que le fait que les familles soient de plus en plus monoparentales, il y a une espèce de cause à effet par rapport à la violence que portent les enfants à leurs parents? Je me suis mal exprimé, vous avez bien fait de me poser cette question. J'ai dit que 90% des adolescents allaient très bien et que 10% vont mal, et ceux qui vont mal me paraissent aller plus mal. Mais voilà un propos de psychiatre, et peut-être que vous avez bien fait de relever une outrance de mon propos. Oui, je crois que la famille monoparentale est un handicap. Eh oui, c'est peut-être un peu raide comme propos, mais je crois que les enfants ont besoin d'images paternelles et maternelles. Je ne rentre pas dans le débat de couples homoparentaux qui peuvent représenter une famille, pour laquelle moi je suis en fait pas opposé, mais je veux dire que le bébé, l'enfant, il a besoin d'imaginer un père et une mère, des grands-parents, des oncles, des tantes. Alors je veux dire qu'il y a plusieurs types de familles isolées. Il y a isolé, mère seule avec son petit, puis pas isolé, avec des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis, ça c'est pas isolé. L'isolement est toxique, ça crée la fusion et ça crée la pathologie. Ça, je suis à peu près sûr de ce que je dis. En tout cas, c'est dans les cas que je vois, les cas les plus difficiles. Je crois que la notion de liberté, c'est savoir se séparer. Le travail des parents, c'est savoir se séparer de leurs enfants, si seulement ils le savaient. Avoir des enfants, c'est savoir s'en séparer. Et ça, c'est un concept qu'on a beaucoup de mal quand on est seul avec son enfant. Je le vois bien avec les papas, par exemple, endeuillés. Une maman se suicide, le père reste seul avec les enfants. Il va, écoutez bien, guérir plus lentement que l'enfant du deuil de la mère qui s'est suicidée. Et c'est son deuil qui va créer la dépressivité chez l'enfant. L'enfant va guérir plus vite, il va faire un deuil plus rapide. C'est comme ça, les enfants font des deuils plus rapides. C'est une notion que j'ai fini par accepter. Les adultes ont une problématique de deuil. D'ailleurs, moi je me demande si, les psychiatres disent toujours faire le deuil, je crois qu'on ne le fait jamais, quoi. Moi je suis plus simple, on ne fait jamais le deuil, on passe son temps à ne pas faire des deuils plutôt que de faire des deuils. Et je crois que dans le rêve de famille que représente l'enfant, c'est vrai qu'un père, une mère et un enfant ou deux, c'est pas trop mal, ça diminue l'impact des pédopsychiatres, quoi. Sur la droite. Oui, bonjour. Je sais que effectivement vous intervenez à la maison de Solène. J'aurais souhaité avoir une réponse de votre part qui va être assez hard, mais j'ai besoin de cette réponse puisqu'effectivement vous dites qu'il y a à peu près 10% des adolescents qui vont mal et qui vont donc plus mal. Quelle est la réponse aujourd'hui apportée par les pédopsychiatres reconnus dans ce pays qui s'appelle la France? Quand on sait qu'aujourd'hui, les enfants qui sont tout petits, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, voire 4 ans, ont subi des traumatismes très graves, puisque je parle de l'inceste, qui aujourd'hui, dans ce pays, continue d'avoir pour obligation de rendre visite à leur père ou de résider avec leur père, quand on sait qu'il y a des décisions judiciaires qui aujourd'hui interdisent tout suivi pédopsie pour ces petites filles ou ces petits garçons, parce que ça rappellerait le conflit parental, parce que ça rappellerait un conflit de loyauté, parce que ça rappellerait une manipulation de la mère. Quel est l'avenir aujourd'hui réservé à nos enfants qui, certains de nos enfants aujourd'hui, parce que le combat est long et difficile, sont en préadolescence. Ils ont besoin de réponses de la part de leur mère qui les soutiennent. Ils ont besoin de réponses de la part des professionnels, des institutions de ce pays.
Quelle est la réponse aujourd'hui donnée par notre société française, tout en sachant qu'aujourd'hui il y a un rapport de l'ONU contre la France qui demande à la France instamment de prendre des mesures d'urgence pour protéger ses enfants et leurs mères, puisque leurs mères sont condamnées à des peines de prison, j'en fais partie. Donc la question c'est, aujourd'hui, vous en tant qu'intervenant auprès de la maison de Solène, où vous avez des jeunes adolescents en pleine souffrance, quel est l'avenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les professionnels, justement à Paris 5 aussi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui les enfants qui sont en grande difficulté seront les adultes de demain? Quelle est la réponse donnée par notre société? Je pense, si vous voulez, que d'abord je sens dans votre question un tel engagement personnel que je vais répondre et que je vous prie de m'excuser si ma réponse ne vous convient pas, parce qu'il s'agit d'une question qui vous concerne et plutôt qu'une question générale, mais je dévie pas de la question. D'abord, le premier point, c'est que les mesures de signalement sont un énorme progrès par rapport à la parole de l'enfant, qui maintenant peut être respecté en tant que vivant un sévice. Donc je crois qu'effectivement, actuellement, il y a plus de 100 000 signalements par an en France d'abus, signalements. Je veux dire que le signalement ne signifie pas que l'abus soit reconnu. Je dis aussi que si je suis un fan absolu de signalement, lorsque je signale, je préjuge pas de la culpabilité, je suis ni policier ni juge, je suis psychiatre, ou enseignant, ou assistant social. Donc je dis que je signale ce que m'a dit l'enfant, sans prendre parti. Après ça, il y a des professionnels de la police, de la justice, de l'enfance, des experts ou pas. Encore, il faut se méfier, on n'est pas loin de enseigner Michel Foucault des experts. Donc il y a des experts qui peuvent dire les choses. Je crois aussi, pour l'avoir vécu moi de manière très très professionnelle, qu'il faut se méfier de l'abus. Que parfois dans les divorces pathologiques, l'abus survient, ou en tout cas est hypothésé alors qu'il n'y est pas. Et que dans les divorces très complexes et très passionnels, la crainte de l'un ou l'autre des parents que l'enfant vive un abus est fonction de relations amoureuses éteintes de ce couple disparu. Et qu'il y a là aussi quelque chose dans laquelle nous on doit réfléchir beaucoup lorsqu'on est par exemple mandaté par le juge comme auxiliaire de la justice. Enfin, sur les enfants victimes d'abus, qui sont sans aucun doute les enfants les plus préoccupants pour moi. On sait que dans certaines pathologies de conduite suicidaire, d'anorexie, certains abus de la petite enfance peuvent expliquer ce type de comportement destructeur de soi à l'adolescence. Je vais vous répondre, et je ne sais pas si ma réponse vous conviendra. Je crois que ce qui protège la victime d'abus, c'est le soin au bourreau. Je m'explique là-dedans. J'ai eu en expertise un père qui avoue l'inceste. Et ce père est donc condamné, naturellement, à 20 ans d'incarcération. Je dis à la jeune fille que je voyais que son père m'avait avoué son abus et que ma mission est terminée, mais que simplement je peux discuter avec elle de comment elle a vécu cette terreur d'un vol de sexualité par celui qui lui a donné la vie. Cette jeune fille me dit qu'est-ce qui va devenir? Alors je lui dis que ça dépend de la cour, du président de la cour et du jury, en cours pour le crime qu'il a commis, un crime. Et cette jeune fille donc ne veut pas assister au procès, qu'il faut respecter. Je ne suis pas tout à fait pour les attitudes où les enfants doivent voir leur malheur parfois exposé de manière juridique. C'est un débat très, très important qui parfois oppose les juges, les magistrats aux psychiatres. Certains psychiatres étant pour, certains juges étant pour. Enfin bon, c'est un vrai débat et important et dans lequel j'ai pas de réponse. Puis je revois cet enfant, cette jeune fille, quelque temps après. Il se trouve que le père qui avait avoué, après, dit que j'ai menti et qu'il ne m'a jamais dit ça. Et moi, c'est la parole de l'expert contre la parole d'un condamné, c'est dégueulasse, il n'y a pas photo. Et simplement, je demande à le revoir, parce que son avocat il dit que vous avez menti, etc. Je demande à le revoir, je dis, monsieur, est-ce que je me suis trompé? Vous m'avez bien dit ça. Et il me dit, il s'effondre, et il me dit, mais
qu'est-ce que je vais devenir? Je dis, ça. Il me dit, mais qu'est-ce que je vais devenir avec ce poids, ce sentiment de culpabilité dans lequel je suis reconnu coupable et condamné, etc. Et donc j'ai dit, écoutez, on va essayer de vous aider en prison à discuter de ça avec une prise en charge psychologique en prison, dans un service adapté qui vous verra régulièrement. Et quand j'ai dit ça à la jeune fille, que son père acceptait un soin pour le sévice qu'elle avait vécu de sa part, en quelque sorte, le soin au bourreau, la psychothérapie au bourreau, protège la victime, parce qu'elle m'a dit, dans ces conditions, peut-être ou peut-être pas, je pourrais lui reparler. Je crois que c'est une histoire. Je suis désolé de fonctionner par histoire, mais c'est une histoire qui montre que, même dans les pires des cas, là je n'ai pas pris parti pour vision, pas vision, mais je crois que cette jeune fille m'a montré que le fait que son père, un, reconnaisse sa culpabilité, et deux, accepte une critique de ce qu'il avait commis, protège la victime en dehors de la condamnation de ce père abuseur. Je sais que je ne vous ai pas répondu, mais je ne pouvais pas répondre autre chose en dehors de cette histoire clinique. On va prendre une dernière question. Je vous verrai après. Non, on discutera après. On va prendre une dernière question. Non, mais écoutez-moi, on peut pas. Le débat est contradictoire. Quand il y a une accusation, on peut aussi dire, l'accusé peut s'exprimer. On ne peut pas dire, à partir du moment où on dit, que l'accusé est forcément accusé. Je dirais, ça détruirait le droit français. On doit dire une accusation, l'accusé doit dire de quoi ce qu'il pense d'accusation, et le juge doit juger avec la cour. On peut pas raisonner autrement. Dieu sait si vous voulez, vous faites une enquête, le nombre de fois où je signale qu'un enfant me parle. Mais j'ai dû me tromper, parfois. J'ai dû me tromper. On va prendre une dernière question. En parlant devant le micro, s'il vous plaît, Bonsoir, madame. monsieur. Je pense que les parents, il faut qu'ils apprennent à respecter l'enfant. C'est la chose primordiale. Et ça, je crois qu'ils ont besoin de votre appui et d'X personnes. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait matures pour être parents. Mais tous, presque. Ça, c'est bien. C'est bien. On va créer après des maisons d'adolescents, on va créer des maisons de parents. Et comme ça, comme moi, j'aurais vraiment vieilli dans le métier, je dirais, je passe à quelque chose d'encore plus difficile après les adolescents, les parents. Marcel Ruffo, merci.